Voilà, et le microcosme vient à vous, puisque vous nous invitez, Monsieur le Premier ministre, Édouard Balladur, le Premier ministre de la France. Je le dis pour le touriste étranger qui répondait à Renaud Fessaquet. Nous sommes donc en direct, si vous nous rejoignez à Chamonix, sur la terrasse du chalet de Monsieur Édouard Balladur, qui passe ses vacances en famille. Monsieur Balladur, vous connaissez la signification latine du mot Chamonix, du nom Chamonix? Ah non, pas du tout. Alors je vais vous la donner. C'est un champ fermé de toutes parts par des versants raides. Des versants qui montent ou qui descendent? Justement, on se demande si on va les escalader ou les dévaler. Ah oui, oui. Oui, je vois l'allusion. Absolument. Après 4 mois de direction du gouvernement, vous retenez quoi? Le champ, le calme du champ, de la plaine, de la vallée, ou la raideur des versants? Plutôt la raideur des versants. Ça fait en effet 4 mois que le nouveau gouvernement a pris ses responsabilités. Nous savions que la situation était difficile. Je dois dire que je n'avais pas mesuré à quel point elle l'était ou à quel point elle pouvait l'être. Et c'est pourquoi il nous a fallu très vite prendre toute une série de décisions importantes et difficiles. On peut dire impopulaire? Je ne sais pas si on peut le dire parce que j'ai eu le sentiment, peut-être est-ce que je me fais des illusions d'ailleurs, mais j'ai eu le sentiment que les Français en comprenaient la nécessité. Je prends un exemple, l'affaire des retraites. Ça fait 10 ans qu'on sait qu'il faut réformer le régime des retraites si on veut faire en sorte que les Français aient une retraite qui leur soit payée. Et les uns et les autres multipliaient les rapports et les propositions et finalement l'on disait on ne peut rien faire parce qu'il y a de quoi faire sauter 5 ou 6 gouvernements. Que si l'on s'attaque au problème des retraites, à la solution de ce problème. Eh bien nous l'avons fait. Nous l'avons fait, ça a été une décision difficile à prendre. Mais j'ai eu le sentiment que les Français ont parfaitement compris qu'au point où on était arrivé notre pays, si l'on ne faisait pas tout pour remettre de l'ordre, aussi bien dans le budget de l'État que dans celui de la sécurité sociale, qui était en péril, dont j'espère que nous avons pu réussir à la sauver, eh bien que si l'on ne faisait pas tout pour remettre de l'ordre, c'est l'avenir de notre pays qui était menacé et c'était l'avenir de la protection sociale qui était menacé. Alors, vous parlez de décisions difficiles, je peux aussi évoquer l'augmentation de la CSG. En effet. Potion difficile. Oui. Est-ce que ça veut dire qu'il y en aura d'autres? J'espère que non. J'espère que non. Nous sommes en train de regarder d'abord la préparation du budget de 94, qui est étroitement dépendant de l'activité économique. Ça va de soi. Les impôts rentrent d'autant mieux que l'activité est bonne, et d'autant moins bien qu'elle n'est pas bonne. Et j'espère également que les mesures que nous avons prises pour la sécurité sociale suffiront à tirer d'affaire cette grande institution et à assurer sa survie. Je souhaite donc, vraiment je l'espère de toutes mes forces, je souhaite que nous n'ayons pas d'autres décisions trop difficiles à prendre dans l'année qui vient. Je ne le souhaite pas du tout pour des raisons politiques ou électorales. Je crois que les Français ont bien accueilli le gouvernement en lui donnant une sorte de crédit, je dirais de bonne volonté. Crédit d'ailleurs assorti d'esprit critique et confiance qui est en quelque sorte suspendu, conditionnel. Mais qu'ils se sont dit, ben voilà des hommes et des femmes qui veulent essayer de faire au mieux pour redresser les choses, laissons-les faire et attendons pour juger. Je crois donc, j'espère, que les choses vont pouvoir s'améliorer. D'ailleurs, vous savez, je n'ai pas caché la vérité. J'ai dit dès le départ que le redressement de notre pays serait long, qu'il serait difficile, qu'il y faudrait plusieurs années. J'ai dit que le chômage continuerait à augmenter en 1993, cette année. Hélas, la réalité m'a donné raison. Et que l'on pouvait espérer stabiliser les choses en 1994 et amorcer la décrue du chômage. Donc nous avons devant nous des années d'efforts et de travail. Ça veut dire que vous croyez à une éclaircie en ce qui concerne ce point crucial, le chômage, 94. Je l'espère. Et vous allez faire quoi pour ça? Alors, je crois qu'on peut d'emblée parler de la rentrée. Vous êtes en vacances, vous me l'avez dit tout à l'heure, mais vous allez rentrer à Paris dans quelques jours. Quel est votre calendrier pour la rentrée, notamment sur le chômage? Ben, vous savez, la grande affaire de la rentrée, il y a deux grandes affaires. Il y a le budget de la France pour l'année prochaine, et il y a la loi quinquennale sur l'emploi que prépare avec beaucoup d'efficacité Michel Giraud. Ce sont les deux grandes affaires. S'agissant du budget de l'État, j'espère que nous pourrons
faire en sorte que s'amorce une réforme de l'impôt sur le revenu qui aurait pour objet de le diminuer progressivement, pour essayer d'alléger les charges qui pèsent sur les ménages. Alors, Monsieur le Premier ministre, vous dites « j'espère ». C'est plus qu'un espoir. Est-ce que vous allez prendre des mesures pour... Absolument. Quand je dis j'espère, c'est que je ne les ai pas encore prises et que je les prendrai dès mon retour pour préparer le budget. Et d'autre part, je vais dès mardi prochain tenir une réunion avec tous les ministres concernés sur la loi quinquennale pour l'emploi, pour faire en sorte que l'on amorce toute une série de réformes qui feront que notre pays connaîtra moins de chômage dans les années qui viennent. Ça ne sera pas d'un effet immédiat, il ne faut pas donner des illusions aux Français. Mais ça sera, j'en suis certain, efficace. Et puis, d'ores et déjà, nous avons pris 2 décisions qui seront des décisions importantes. La première pour les entreprises en accélérant le remboursement de la TVA que l'État leur devait. La seconde pour les ménages les plus modestes en passant de 400 francs à 1500 francs l'allocation de rentrée pour les enfants, de rentrée scolaire. Oui. Et j'espère qu'il en résultera d'abord une mesure de justice pour des familles qui sont celles qui sont davantage dans le besoin et en second lieu, une consommation un peu plus active et qui permettra le redémarrage de notre économie. Est-ce qu'on peut avoir une idée des autres grandes mesures que vous apprêtez à prendre dans la lutte contre le chômage, ce plan quinquennal que vous allez présenter aux syndicats? Oui, le calendrier du retour au travail, si je puis dire, est le suivant. Le 23, je crois, le lundi 23 septembre, les ministres se réuniront pour passer une journée ensemble. 23 août, pardon, excusez-moi. Les ministres se réuniront pour passer une journée ensemble et évoquer tous les problèmes de l'actualité, toutes les décisions qu'il faut prendre, pour donner une sorte de nouveau départ, de nouvelle étape à l'action du gouvernement. Nous avons fait beaucoup de choses depuis 4 mois, sur la société, sur les réformes économiques et sociales, sur les questions internationales, le GATT. Maintenant, il faut passer à une nouvelle phase de notre action. Donc les ministres se réuniront le 23. Le 24, je tiendrai une conférence de presse avec les ministres d'État pour présenter l'action du gouvernement dans les mois qui viennent. Il y aura le Conseil des ministres autour du président de la République le 25. Le 26, je me rendrai en Allemagne, le jeudi 26, où je rencontrerai le chancelier Kohl, avec lequel j'aurai naturellement l'occasion de parler à la fois des problèmes monétaires, dont vous savez combien ils ont pesé sur l'actualité de ces derniers jours, de parler du GATT et de parler de l'avenir de l'Europe. Et c'est le 6 septembre que je réunirai l'ensemble des organisations syndicales pour toute une journée à Matignon, pour leur soumettre en quelque sorte ce projet de loi sur l'emploi et pour recueillir leurs observations, car je pense qu'il faut tenir le plus grand compte, dans toute la mesure où on le peut, et le plus grand compte des avis des principaux intéressés. Alors toujours très concrètement, parce qu'on veut l'être ce soir, vous avez annoncé une baisse de l'impôt sur le revenu. Oui. Quand? Comment? Et qui pourrait en bénéficier? Enfin, quelle catégorie de Français? Quand? Dans le budget 1994, c'est-à-dire que ce serait applicable à partir du 1er janvier prochain. Comment? Il s'agirait, on ne veut pas entrer dans la technique, mais il y a 13 tranches de l'impôt sur le revenu. C'est un des plus compliqués au monde, sinon peut-être le plus compliqué. Il s'agirait de réduire le nombre des tranches. Et qui en bénéficierait? Je dirais que vous savez qu'il y a à peu près la moitié des Français qui paient l'impôt sur le revenu, l'autre moitié ne le payant pas. C'est donc une mesure qui devrait essentiellement permettre aux classes moyennes et aux salariés moyens d'avoir leurs charges allégées. On vient de fixer en quelque sorte le cadre de la rentrée, bilan contrasté, vous le reconnaissez vous-même. Vous vivez comme un échec le fait que le chômage ait augmenté et augmentera jusqu'à la fin de 1993? Comme une inquiétude, un échec, non. Le chômage, enfin un échec personnel, non. Nous sommes au pouvoir depuis 4 mois. Et l'augmentation du chômage que l'on a constaté depuis le mois de mars et que l'on va constater encore dans les quelques mois qui viennent est le fait de décisions économiques prises par les entreprises antérieurement. Le problème n'est pas de savoir si on vit les choses comme un échec ou comme un succès. Le problème est de savoir si on peut les améliorer. Le chômage, je le répète, nous pouvons espérer, j'espère, que nous arriverons à en stopper l'aggravation l'année prochaine. Et puis j'espère aussi, et c'est finalement le plus important, que nous parviendrons à faire en sorte qu'en France,
l'activité économique, la croissance économique se traduisent par davantage d'emplois. Car il y a une sorte d'originalité malheureuse pour la France. C'est qu'à activité économique égale, il y a plus de chômeurs en France qu'il y en a dans les autres pays européens. Pourquoi? Il y a toute une série de raisons qui l'expliquent. Il faut que nous essayions de résoudre ces problèmes, car nous ne pouvons pas nous permettre d'avoir pendant des années plus de 10% des Français au chômage. Ça n'est pas possible. Nous ne pouvons pas nous résigner à une société qui marche ainsi, qui fabrique des marginaux, qui fabrique des délaissés, qui fabrique des hommes et des femmes qu'on met à l'écart pour des années souvent et qui sont laissés parfois au désespoir. Monsieur le Premier ministre, vous imaginez sans doute ce que certains hommes politiques doivent penser en vous écoutant en ce moment, y compris certains de vos amis. Vous voulez donc mettre le... Je ne l'imagine pas, mais vous allez me le dire. Je peux vous le dire, vous voulez mettre le cap dans la lutte contre le chômage. Et certains doivent dire, mais alors pourquoi ne pas changer de politique économique? Oui. D'abord, certains me disent, vous avez tort de mettre l'accent sur le chômage parce que de toute façon, on n'y peut rien. C'est un langage que j'entends souvent. Alors parler davantage de sécurité, de justice, de lutte contre l'immigration clandestine, d'aménagement du territoire, etc. Ce sont des sujets très importants que nous avons traités. Nous avons fait voter des lois très importantes pour améliorer le fonctionnement de la justice, pour améliorer la sécurité et la lutte contre l'immigration. Je ne mésestime pas l'importance de ces sujets, tout au contraire. On me dit donc, parlez plutôt de ça et ne parlez pas trop du chômage parce que, implicitement, ça consiste à me dire, au fond, vous n'y pouvez rien. Eh bien, Paul Amar, moi, je ne m'y résigne pas. Et je préfère prendre les choses à bras-le-corps en faisant de mon mieux pour les améliorer, plutôt que, comment vous dire, laisser les choses derrière nous le jour où nous devrons quitter le pouvoir. On n'y est jamais éternellement. Et puis notre terme est fixé de toute manière. Faire en sorte que les choses s'améliorent. Bien. C'est ça la destination et la justification du pouvoir. Ce n'est pas d'y rester, ça ne comporte des avantages mais aussi des charges et des contraintes, bien sûr. C'est que les choses aillent mieux quand on le quitte. Et vous pouvez le faire sans changer de politique économique? Je reviens à ma question. Je crois, alors j'allais en arriver à votre question, je vous demande pardon d'avoir pris un chemin de traverse. Je ne crois pas que je peux le faire sans changer de politique économique. Je dis que je ne peux le faire qu'en maintenant la même politique économique. Il n'est nullement dans mes intentions de changer de politique économique. Il faut que ce soit tout à fait clair. Nous n'aurons pas moins de chômage parce que nous aurions plus d'inflation, plus de déficit. C'est tout le contraire qui serait vrai. Nous avons donc un besoin et un devoir impérieux. C'est de faire en sorte que notre pays ait une gestion qui le mette à l'abri des grands mouvements du monde et des grands risques du monde. Bien, ces grands risques, c'est l'inflation ou c'est la dépression et c'est le chômage aujourd'hui. Et de toute façon, c'est le déséquilibre commercial notamment. Eh bien, cela, je ne le ferai pas. Alors, vous êtes apparemment conscient du risque de rupture possible dans le pays entre ceux qui travaillent et Oui. ceux qui cherchent un emploi. Manifestement, vous voulez l'éviter. Et il y a un autre risque de rupture, ce qu'on peut appeler les acquis sociaux. On nous dit qu'il pourrait y avoir une réforme du mode de calcul du SMIC. Est-ce que, Monsieur le Premier ministre, ceux qui touchent aujourd'hui le SMIC pourraient toucher moins ou avoir une augmentation moindre dans les années qui viennent? On dit beaucoup qu'une des causes du chômage en France, c'est l'excès de la réglementation, l'excès des charges qui pèsent sur les entreprises ou qui pèsent sur le travail. C'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles dans toutes les réformes que nous avons faites au printemps, nous avons allégé le poids des cotisations familiales pesant sur les bas salaires pour faire en sorte que l'on ait intérêt à créer des emplois. Moi, il y a un risque dont il faut se garder. Je ne voudrais pas que sous prétexte que nous connaissons une crise économique et des difficultés, l'on détruise la protection sociale dont jouissent les plus modestes dans notre pays, dont jouissent d'ailleurs, dont bénéficient, je ne sais pas le terme qu'il faudrait employer, les plus modestes. Car nous risquerions d'avoir toujours la crise et en plus d'avoir diminué la protection des plus faibles et de ceux qui en ont le plus besoin. Alors, il est vrai qu'il y a trop de réglementation, il est vrai que tout est trop compliqué, tout ça est vrai.
Il est vrai qu'il y a trop de charges qui pèsent sur le travail et que ça décourage de créer des emplois. Tout ça, c'est vrai. Mais moi, je ne prendrai pas la responsabilité, sous prétexte qu'il faut lutter contre la crise, je ne prendrai pas la responsabilité de détruire le système de protection sociale de notre pays. Alléger des réglementations, oui, bien sûr. Alléger des charges, si on le peut, oui, bien entendu. Mais je crois que dans la période que nous vivons, ceux dont ont besoin les plus démunis, ça n'est pas de moins de protection, c'est plutôt de davantage de protection. Et c'est un des sujets dont je m'entretiendrai avec les organisations syndicales le 6 septembre. Donc vous venez d'indiquer la direction pour la rentrée de septembre, de tracer en quelque sorte les perspectives. Est-ce que vous ne craignez pas que ces perspectives soient contrariées par l'accident ou les accidents? Et je pense bien sûr à la crise monétaire qui s'est produite à la fin du mois de juillet et au début du mois d'août. Il y a eu d'ailleurs ces jours derniers de nouvelles secousses sur le franc. Non, il n'y a pas eu de nouvelles secousses sur le franc ces jours derniers. Il a un petit peu baissé là. Oui, enfin, par rapport au mars. Oui. Enfin, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé une chose très simple, ce qui d'ailleurs devra nous conduire à réfléchir un peu sur l'Europe que nous voulons. J'espère que j'aurai l'occasion de vous en parler. Je vous donnerai l'occasion. Des questions sont prévues sur ce thème. Ah bah, tant mieux. Et puisque vous avez annoncé une rencontre avec Helmut Kohl, je vous poserai la question. Bien. Bon, sur la crise monétaire et sur le franc. Sur la crise monétaire et sur le franc. D'abord, je constate que les choses se sont bien passées pendant 3 mois après notre arrivée au pouvoir, que le franc a été parfaitement stable, que sa valeur s'est même appréciée et que les taux d'intérêt ont baissé pendant 3 mois. Et puis il y a eu une crise. Une crise qui n'était pas due à une inquiétude concernant la France, mais qui était une crise due à un désir d'affaiblir le système monétaire européen, essentiellement. Bref, le franc en a souffert. Pardon. Oui, je vous en prie. Un désir d'affaiblir le système monétaire européen. Oui. Désir de qui? Oh, écoutez, il y a de par le monde toute une série de spéculateurs qui disposent de moyens considérables et qui aimeraient que toutes les monnaies du monde flottent le plus possible pour pouvoir faire des bénéfices les plus importants possibles. D'ailleurs, il faudra que l'on y mette bon ordre. Si on veut assurer au monde un minimum de prospérité, on ne peut pas accepter que des milliards et des milliards changent en un quart de seconde d'orientation et menacent la prospérité d'un pays. Parce que c'est ça qui est curieux. On parlait à l'instant du risque de rupture sociale dans notre pays comme dans d'autres pays à cause du chômage. Mais le spectacle auquel on a assisté à la fin du mois de juillet, où la voit d'un côté des gens qui ne peuvent pas partir en vacances, en France comme ailleurs, parce qu'ils n'ont pas d'argent, ou parce qu'ils sont au chômage, et de l'autre côté des hommes qui jouent comme dans un immense casino, où l'on n'entre pas d'ailleurs. Paul Amar, ce sont les excès de la liberté. Moi, je suis libéral, comme chacun sait, je pense que vous le savez, mais j'ai toujours dit que la liberté devait être ordonnée, c'est-à-dire soumise à des règles. Et j'ai ajouté d'ailleurs qu'elle devait être partagée, c'est-à-dire que tous devaient en bénéficier. Or, ce monde dans lequel personne finalement ne maîtrise les phénomènes financiers est un monde dangereux pour la prospérité et pour la justice. Et c'est un monde qui, à la limite, conduirait à menacer la liberté économique. Donc je crois qu'il y a un problème urgent qui doit être mis à l'ordre du jour. D'ailleurs, je me permets de rappeler que je l'avais déclaré et proposé il y a 6 ans déjà, quand j'étais ministre des Finances, il y a 6 ans. Il faut réformer notre système monétaire et financier et de crédit dans le monde et faire en sorte que la prospérité des pays soit à l'abri de mouvements qui sont des mouvements purement spéculatifs. C'est une sorte de devoir à la fois économique et moral qui pèse sur les grandes nations civilisées. Et je souhaite qu'elle ne manque pas à ce devoir et je souhaiterais que la France fût en mesure de faire des propositions à ce sujet. Alors justement, ces spéculateurs pourraient ne pas agir comme ils agissent si l'Europe politique leur résistait. Or, on a le sentiment que, à l'image des monnaies, elle flotte en ce moment. L'Europe traverse une période difficile, c'est tout à fait vrai. C'est tout à fait vrai pour beaucoup de motifs. C'est pas la peine d'y revenir, tout le monde les connaît. Ils tiennent à la fois à la nouvelle situation dans laquelle nous vivons. Bien. Et à toute une série d'autres facteurs, j'insiste pas. L'Europe, ces dernières années, a déçu. Elle a déçu parce qu'elle n'a semblé ne pas être prête à prendre vraiment ses responsabilités. La France les a prises, elle, dans des conflits comme le conflit yougoslave, de l'ex-Yougoslavie. Elle a déçu parce que l'Europe est la zone du monde où la croissance est la plus faible et où le chômage est le plus important. Elle a déçu parce qu'elle a donné le sentiment qu'elle n'était pas en mesure de prendre en main son propre destin, sa propre défense,
sa propre organisation monétaire. Elle a déçu parce que l'Allemagne donne le sentiment actuellement de ne penser qu'à ses propres problèmes, qui sont énormes, posés par la réunification, et on a le sentiment qu'elle se replie un petit peu sur elle-même. Je ne sais pas, mais moi je vais vous donner ma conviction sur les affaires d'Europe, n'est-ce pas? Je trouve absurde d'opposer l'intérêt de la France et l'intérêt de l'Europe. Les deux sont liés. Nous, Français, nous devons préserver notre nation, la défendre, assurer sa survie, celle de notre culture, de notre personnalité nationale. C'est une sorte de bien collectif. Mais en même temps, la France a intérêt à vivre dans une Europe qui soit une Europe bien organisée. Et c'est au nom de l'intérêt de la France que je me préoccupe et que je souhaite que l'Europe soit mieux organisée qu'elle ne l'est. Car si elle volait en éclats, l'Europe, s'il n'y avait plus d'organisation monétaire, plus d'organisation économique, plus d'organisation de défense, où en seraient les intérêts de toutes les nations européennes? Qu'allez-vous dire à Helmut Kohl le 26 août à Bonn, quand vous le verrez? Nous allons sans doute évoquer tous ces problèmes. Je souhaiterais, en ce qui me concerne, lui parler des questions monétaires, dont on a beaucoup parlé tous ces temps-ci. Je vais vous donner ma position très rapidement là-dessus. Il faut laisser les choses se décanter, je l'ai déjà dit et je le répète. Je vois que commence à naître une sorte de débat pour savoir si on retardera ou si on avancera d'un an ou de 2 ans la troisième phase de l'union monétaire. Le débat initié par Helmut Kohl lui-même qui semble douter de la date 99. Oui, écoutez, 99 c'est dans 6 ans si je sais bien compter. Alors, essayons de résoudre les problèmes des mois et des années qui viennent et ne commençons pas à un nouveau débat qui prendrait des allures de nouvelles disputes sur ce qui va se passer dans 6 ans. Donc il faut que nous parlions de questions monétaires pour dire la chose suivante. C'est que c'est une erreur de vouloir bâtir une union monétaire quand on a des politiques économiques divergentes. Ce qui est le cas. Ce qui est le cas. Donc il faut que nous commencions pour consolider l'organisation monétaire de l'Europe par développer un rapprochement, ce qu'on appelle une convergence, qui n'est pas un très beau mot d'ailleurs, un rapprochement dans les politiques économiques. Ça, c'est le premier point. Deuxième point que je souhaiterais évoquer avec lui, c'est le problème du GATT. Nous, Français, nous sommes très attachés non seulement à notre agriculture, mais à nos activités économiques, industrielles, de services. Et nous avons le sentiment que la négociation du GATT, telle qu'elle évolue en ce moment, n'est pas une négociation où tout le monde est traité de façon égale et où tout le monde est traité de façon juste, compte tenu de ses intérêts. Et je souhaite, avec le chancelier, pouvoir définir ce que pourrait être une attitude commune des pays européens en la matière. Alors à propos d'attitude commune, Le Monde annonce cet après-midi, il n'est pas encore arrivé à Chamonix, il est encore à Paris, vous l'aurez demain. Mais me ferai une raison. Oui, il annonce une politique concertée à la une de l'Allemagne et de la France pour pratiquer une baisse de l'impôt sur le revenu. C'est votre décision? Je n'en ai pas entendu parler. Moi, je vous ai annoncé la mienne, qui consiste à prévoir dans le budget 94 une baisse de l'impôt sur le revenu. Je n'ai pas entendu parler d'autre chose. Alors, en attendant l'hypothétique monnaie unique européenne, je ne sais plus si elle verra le jour, vous y croyez encore? Nous verrons bien. Pour l'instant, nous devons passer à la deuxième phase de l'union monétaire, telle qu'elle est prévue. Et tout faire pour rapprocher nos économies, pour faire en sorte que nous bénéficions d'un minimum de stabilité monétaire. Je voudrais que les Français le comprennent bien, qu'ils se convainquent bien qu'il n'y a aucune opposition entre le fait que l'Europe soit bien organisée et le fait que les intérêts de la France soient bien défendus. Non seulement il n'y a pas d'opposition, mais je dirais que le fait de défendre les intérêts de la France a pour condition que l'Europe soit bien organisée. Et il faudra ensuite progresser avec dynamisme, car nous avons intérêt à ce que l'Europe soit un continent où règne non seulement la stabilité politique, non seulement la paix, mais la bonne harmonie économique et sociale. Et nous avons donc intérêt à faire en sorte que l'union économique et monétaire puisse progresser. Alors prendra-t-elle 6 mois, 1 an de retard ou d'avance? Moi, je ne veux pas entrer dans ce débat-là. Alors, avant d'escalader d'autres versants plus politiques, 2 autres questions précises sur la monnaie. Certains attendent de votre part une nouvelle baisse des taux d'intérêt? Ben, écoutez, ils ont commencé à baisser. Oui. Mais ce qui compte d'abord et avant tout, c'est de lutter contre l'inflation, c'est de lutter contre les déficits budgétaires, c'est d'assurer la croissance et d'assurer la stabilité. Et la baisse des taux d'intérêt nous sera, si j'ose dire, donnée par surcroît. Et quant à la dévaluation? J'ai déjà dit mon point de vue là-dessus.
Donc vous persistez. Absolument. Alors, en gardant ce cap, est-ce que vous n'allez pas décevoir certains de vos amis politiques? Il y a comme une pression sur vous. D'ailleurs, c'est assez curieux. Vous avez bien sûr, j'imagine, entendu les déclarations de François Mitterrand le 14 juillet, qui répondait à nos questions, enfin de plusieurs chaînes de télévision, qui vous rendaient hommage et qui insistait sur les qualités. Vous avez lu, j'imagine, ce qu'a dit Michel Rocard dans le journal du dimanche récemment, où il rendait hommage à la façon dont vous avez géré la crise monétaire. Jacques Delors ne dit rien, ça vaut peut-être approbation, et les critiques que l'on entend, feutrées ou pas, peu importe, viennent de vos amis de la majorité. Comment vivez-vous cette situation un petit peu à front renversé? Oh, je crois que vous allez un peu loin, Paul Amar, quand même. Je n'ai pas entendu de critiques venant de la majorité et concernant la façon dont nous avons géré la crise monétaire, non. Je crois que chacun a bien voulu convenir que nous avions assuré au mieux la défense de notre pays et que nous avions surtout fait en sorte que soit préservée, je dirais, l'ossature d'un système monétaire européen qui est indispensable à la fois à la France et à l'Europe. Nous n'avons aucun intérêt à ce que le désordre économique et monétaire règne en Europe. Donc je n'ai pas entendu ce genre de critiques, j'ai pu en entendre d'autres. Vous avez bien des critiques qui précédaient la crise oui. sur votre politique économique. C'était le sens de mes questions d'ailleurs Oui, qui précédaient. oui, oui. Oui, mais écoutez, il faut vivre avec les critiques, n'est-ce pas? Elles sont nécessaires dans une certaine mesure. Ça vous garantit contre l'autosatisfaction, n'est-ce pas? Il faut en prendre son parti et peut-être même en tirer parti parce que ça peut être un élément de réflexion utile. Mais pour autant, il ne faut pas se montrer trop influençable. Je vous ai dit tout à l'heure que je n'avais nulle intention de faire une autre politique que celle que j'ai soumise au Parlement, que la majorité a approuvée totalement. Et dans ces conditions, je compte bien continuer à mener cette politique. Il faudra l'adapter aux circonstances, ça va de soi. Mais je compte continuer à mener cette politique-là. Monsieur le Premier ministre, quelle est la nature, en ce moment bien sûr, de votre relation avec Jacques Chirac? Il paraît que c'est devenu un nouveau sujet d'interrogation. La presse fait l'exégèse des oui, communiqués de Jacques Chirac, des silences de Jacques Chirac. Oui. Ben, écoutez, mes relations avec lui sont bonnes, je peux vous rassurer. Vous avez le sentiment qu'il vous soutient totalement? Oui. Est-ce que Jacques Chirac, le président du RPR, est toujours à vos yeux le candidat, allez, on va reprendre un terme célèbre, naturel du RPR à l'élection présidentielle? Paul Amar, je voudrais vous rappeler quelque chose. Lorsque j'ai constitué le gouvernement, j'ai réuni les ministres. Et je leur ai dit que je souhaitais que le gouvernement fût le plus cohérent et le plus solidaire possible. Il y a un bon moyen de faire en sorte que le gouvernement ne soit ni cohérent ni solidaire, c'est de se préoccuper trop à l'avance de l'élection présidentielle. J'ai donc demandé à l'ensemble des membres du gouvernement, qui en ont été tous d'accord d'ailleurs, qu'ils se tiennent en dehors de toute campagne électorale présidentielle jusqu'aux 3 derniers mois qui précéderont cette élection. Vous savez, les Français sont inquiets de la situation de notre pays. Ils ont devant eux un gouvernement qui leur dit « nous prenons vos problèmes de notre mieux pour les résoudre ». Que penseraient-ils de nous s'ils avaient le sentiment que ce qui nous préoccupe d'abord et avant tout, c'est la prochaine échéance électorale, enfin la prochaine après les élections européennes, qui se déroulera dans une vingtaine de mois. Donc, ayant demandé à tous les ministres de garder le silence sur l'élection présidentielle, je ne vais pas leur donner le mauvais exemple. Donc, je n'en parlerai pas. Permettez-moi de vous poser quand même des questions sur ce thème. Je vous en prie. En donnant des informations. Je vous ai d'ailleurs répondu longuement. Oui, absolument. Il y a 2 hommes qui ne font pas partie du gouvernement, qui sont le président du RPR, Jacques Chirac, le président de l'UDF, Valéry Giscard d'Estaing, oui, et à qui on prête l'intention d'annoncer leur candidature à l'élection présidentielle dès le mois de septembre. Comment vous, Premier ministre, vous situerez-vous entre ces 2 hommes? Mais comme je viens de vous le dire, chacun est libre d'annoncer sa candidature à l'élection présidentielle. Il y en aura peut-être d'autres qu'eux, si tant est qu'ils l'annoncent l'un et l'autre, ce que je ne sais pas. Moi, ma ligne d'action ne déviera pas. Je me tiendrai en dehors de la compétition présidentielle et je demanderai aux ministres de se tenir en dehors de la compétition présidentielle jusqu'à la fin
de 1994. Vous considérez-vous comme le chef de la majorité? Il est d'usage que le chef du gouvernement soit aussi perçu ou considéré comme le chef de la majorité. C'est un terme qu'il faut préciser. Je suis à coup sûr, étant Premier ministre, le responsable de la majorité parlementaire, puisque, comme vous le savez, c'est le gouvernement qui est le maître de l'ordre du jour des assemblées et qui propose les projets de loi. Mais pour autant, il y a des partis, et je ne considère pas que je sois le responsable direct des partis en tant que parti. En revanche, je suis le responsable, en tant que Premier ministre, des bonnes relations entre la majorité parlementaire, les députés, les sénateurs et le gouvernement. C'est d'ailleurs une raison pour laquelle je me rendrai successivement devant l'ensemble des députés UDF d'abord, et puis RPR ensuite, et puis ensuite devant une réunion de l'ensemble des députés de la majorité pour que nous débattions des lignes générales de l'action du gouvernement. À vous entendre, il paraît très logique que le chef de la majorité parlementaire conduise la liste de la majorité à la prochaine élection européenne. Oh, c'est pas ce que j'ai voulu dire. Alors, non, c'est pas ce que j'ai voulu dire. Mais je saisis l'occasion que vous me donnez pour bien clarifier les choses, n'est-ce pas? Quelle est l'action de ce gouvernement? À quoi sert-il, si je puis dire? Il a 2 ans de vie devant lui. Enfin, devant lui. Il avait 2 ans de vie, il lui en reste une vingtaine de mois. Qu'est-ce que les Français attendent de lui? Qu'il commence à redresser la situation, qu'il commence. Et que, lorsqu'il quittera le pouvoir, les choses aillent un peu mieux. Bien. Pour agir avec efficacité, il faut être uni, il faut être solidaire. Il y a des élections européennes l'année prochaine. Nous gouvernons ensemble. Il y a une politique européenne qui est la politique du gouvernement, qui est donc la politique de tous les partis qui soutiennent, et de tous les députés qui soutiennent ce gouvernement. Comment expliquer que menant cette politique ensemble, l'on se divise pour présenter plusieurs listes à l'élection européenne avec des surenchères inévitables? Je pense donc qu'il est de l'intérêt général que les partis de la majorité présentent une seule liste à l'élection européenne, sur la base d'un projet commun dont je souhaiterais qu'ils se mettent à en débattre ensemble rapidement. Et si votre vœu n'est pas exaucé? Ensemble. Alors qui va conduire cette liste? J'ai lu ces jours-ci qu'on m'imputait des changements d'attitude. Il n'y a aucun changement d'attitude. J'ai toujours dit que je considérais qu'il fallait qu'il y ait une seule liste, que je ne souhaitais pas du tout que ce soit à moi de la conduire. J'ai dit simplement une fois, ça a été mal interprété, parce qu'on me disait, mais si on ne trouve personne d'autre, j'ai dit qu'on trouvait toujours quelqu'un de compétent, enfin que je n'y refuserais pas si c'était la seule solution, mais que je ne croyais pas que c'était la seule. Je répète que je suis persuadé qu'il y a d'autres solutions, qu'il faut une liste unique, qu'il n'est nullement nécessaire que ce soit le Premier ministre qui la conduise, et qu'il y a toute une série de personnalités dans l'opposition qui seraient parfaitement compétentes pour le faire et pour le bien faire. Vous pensez à quelqu'un précisément, Monsieur le Premier ministre? Oui. Qui? Ah ben, je me permettrai de ne pas le dire. Les téléspectateurs attendent une information. Oui. Alors quelqu'un du RPR ou de l'UDF? Je ne vous en dirai pas davantage. Votre relation avec François Mitterrand, bonne en ce moment? D'un point de vue institutionnel, évidemment. Écoutez, nous avons... Enfin, je vais parler pour moi. Je n'ai pas qualité pour m'exprimer en son nom ni pour son compte. La cohabitation, comme on dit, c'est quand même un système un peu particulier. Parce que ça conduit à appliquer la Constitution, je dirais, un peu à géométrie variable selon la situation politique. Il faut donc s'y appliquer avec, je dirais, beaucoup de scrupules et beaucoup de précision. Je reviens à la situation de notre pays. Les Français sont inquiets, la situation est difficile. Est-ce qu'il faudrait qu'en plus, nous leur donnions le spectacle de division au sommet de l'État? Ils ne le comprendraient pas. Donc, pour ma part, je gère l'action du gouvernement avec le souci que sur les questions essentielles, et notamment celles qui concernent l'action extérieure de la France, le minimum ou le maximum d'unité soit réalisé pour le service de notre pays. Il arrive que ça puisse être fait spontanément, facilement.
Il arrive que ça nécessite quelques travails préalables et quelques explications ou études complémentaires. Eh bien, il faut le faire. Alors, vous avez dit action extérieure, et ce sera ma dernière question, Monsieur Balladur. Je parlerai de la Bosnie. Pardon de conclure par une question grave, dans un cadre aussi beau que celui de Chamonix. Mais vous regardez sans doute la télévision, vous connaissez la petite Irma, qui est dans un état critique, ou d'autres enfants. On a le sentiment que ces gestes humanitaires voulus et réalisés par les puissances occidentales sont à la mesure de l'impuissance politique à pouvoir arrêter cette guerre. Je vous parlais tout à l'heure de l'Europe et de son impuissance à agir. C'est un des échecs les plus graves, une des déceptions les plus importantes que nous ayons connues, nous tous Européens. Je dois dire que la France est de tous les pays d'Europe et du monde, celle qui fait le plus et le mieux son devoir en Bosnie. C'est nous qui y avons le contingent le plus important, près de 6000 soldats, et de très loin. Et c'est grâce à nous que l'on a décidé de protéger ces zones de sécurité qui permettent d'éviter des affrontements dont seraient victimes des populations civiles. Récemment, l'on vient de décider que si ces zones de sécurité étaient menacées, elles seraient défendues notamment par des moyens aériens. Nous l'avons souhaité, dès lors que c'est aux Nations Unies de le décider, car la France, en cette affaire, se veut en quelque sorte le soldat des Nations Unies. Est-ce que ça sera suffisant? Je crois que nous ne pourrons arrêter la dégradation de la situation en Bosnie qu'au prix d'une union beaucoup plus grande entre pays européens et entre tous les pays du monde. Et que nous payons finalement en Bosnie le prix de nos divisions et de nos désaccords. Et s'il y a une leçon à tirer de cette affaire, de cette malheureuse affaire yougoslave, c'est véritablement que nous, Européens, qui avons tellement besoin de paix, nous devons être conscients du fait que pour avoir la paix, il ne faut pas uniquement se montrer résolu et courageux, il faut aussi se montrer solidaire. Monsieur le Premier ministre, merci pour cet entretien long que vous nous avez accordé en direct de Chamonix sur la terrasse de votre chalet. Il n'a pas plu, vous craignez la pluie ou l'orage, il ne s'est pas produit. Mais ça n'est peut-être qu'une question d'heure. C'est un signe, un symbole, non? Oh non, ça je ne le crois pas. Il y a une question, ce sera la dernière, en un mot que je ne vous ai pas posé. Tous les instituts de sondage qui interrogent les Français vous présentent comme l'élu rêvé des Français en cas d'élection présidentielle. Vous y pensez? Non. Je vous ai déjà dit que j'étais là pour accomplir ma tâche, qui est de diriger le gouvernement dans une période difficile. Et c'est la seule qui me concerne et qui me stimule et qui me motive. Je ne pense pas à autre chose et je ne parle pas d'autre chose. Merci, Monsieur le Premier ministre, pour cet entretien accordé à la rédaction de France 2. Il est presque 21h, donc le journal a été beaucoup plus long que prévu, mais il nous a permis de faire le point sur l'action du gouvernement et surtout sur la rentrée et sur les perspectives évoquées tout au long de ce journal par Édouard Balladur. Dans un instant, Laurent Romeshko vous annoncera du soleil pour tout le monde, y compris à Chamonix demain. Voilà. Ah, bravo. Vous êtes encore pour 2 jours en vacances, je vous l'annonce. 4 jours. 4 jours. 4 jours quand même. Ensuite, Pierre Tchernia vous proposera, et pardon Pierre pour ce retard, sa série sur notre télévision. Je vous retrouverai demain à 20h. Sachez que Jean-Claude Alanic vous donnera les dernières informations à 23h40, un peu plus tard, minuit. Et que Daniel Dugout vous retrouvera demain dans Les 4 vérités. Bonsoir, bonne soirée sur France 2. À demain 20h de Paris. Bonsoir, M. le Premier ministre. Bonsoir, Palamar, merci.